Merci beaucoup Bernard Bertschy pour ce découpage conceptuel dans les tréfonds finalement de la question morale qui est très instructif. Simplement sur la dernière préconisation, sortir de la morale ou sortir de l'éthique, j'ai l'impression que pour vous c'est la même chose, hein, bon, peu importe. Pour aller vers le politique, n'est-ce pas simplement déplacer le problème, car la politique ce sont aussi des hommes qu'il faut motiver. Donc n'est-ce pas toujours le même problème qui se pose à l'échelle politique, où finalement comment on fait pour que les femmes et les hommes politiques soient motivés à faire des politiques de changement, c'est le même problème finalement. Effectivement, la différence quand même, c'est que bon, la politique est quand même censée tenir compte du bien commun, quoi qu'on mette sous donc du bien de la société, et quand même dans une certaine durabilité. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'a pas véritablement, enfin, on patauge encore pas mal. Alors, moi, j'ai été intéressé par les instruments juridiques. Je ne sais pas quelle va être leur efficacité in fine, hein, parce que pour l'instant, bon, il y a un nombre d'actions importantes, mais par rapport, j'entends, bon, mais c'est en pleine augmentation. Parce que le juridique, c'est un moyen de court-circuiter le politique et le moral aussi, dans la mesure où on peut poser, alors ça dépend du système juridique dans lequel on se trouve, mais on peut poser des principes qui ont vocation à survivre pendant plus longtemps. Mais par ailleurs, le problème peut être le même parce que le droit peut être changé par le législateur. Alors ça va dans des pays, c'est plus facile que d'autres. Par exemple, en Suisse, bon, je suis citoyen de c'est très facile de changer une loi. Il suffit de faire une votation populaire. Le souverain, le législateur, c'est le souverain. Je pense que dans un système français, c'est un peu plus difficile. Dans les systèmes de démocratie de représentation, eh bien, il faut se choisir un représentant qui va ensuite, etc. Il y a plus de pas. Mais si vous regardez les États-Unis, qui sont aussi, bon, c'est un système de common law, mais qui est aussi un régime présidentiel, ça peut aller très vite aussi chez eux, dans les changements. Alors, on pourrait dire en bien, mais ce n'est pas particulièrement ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc, le mode de décision humain, il est... Mais c'est vrai, je pense que Green a raison, on n'a pas évolué pour traiter ce genre de problème-là. Donc, il nous faut inventer, il nous faut essayer de faire les choses, et il faut les faire relativement vite parce que le temps se met à presser. Je pense que, je ne dis pas que la morale individuelle est inutile, loin de là, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à vivre différemment et qui votent aussi. Ça va jouer un rôle, mais ça ne suffira pas, je pense. Ça ne suffira pas parce qu'il y a des conflits d'intérêts partout et il n'y a qu'à voir quand les débats se font autour des sujets écologiques. Il n'y a qu'à voir aussi, bon, maintenant on a une période où l'économie va mieux. Donc les gens repensent à l'écologie. Mais quand ça ne va pas, les gens pensent à leur boulot, parce que c'est la première chose qu'ils ont. La première chose, ils partent au plus pressé d'une certaine manière. Et pour l'instant, et pendant longtemps encore, l'écologie ne va pas être le plus pressé. Quand elle deviendra le plus pressé, ben, ça risque bien d'être trop tard. Et on est des fois, nous-mêmes, enfin, surpris. Vous avez vu récemment cette histoire concernant le plastique. Il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan. Je vous signale, dans les lacs, c'est la même chose. On a fait une étude dans le lac Léman. Il y a autant de plastique que dans la mer, pratiquement. Donc la situation est partout la même. Comment on va faire pour ce genre? Personne n'a la moindre idée. Quels sont les effets sur la santé? On n'en sait rien. C'est paradoxal aussi cette histoire. Vous voyez à quel point on ne voit pas forcément les dangers. Dans les années 60, le Club de Rome avait dit que, étant donné le nombre de pesticides qui se trouvent dans l'atmosphère, la longévité va diminuer. Mais sinon, ça ne s'est pas passé. On a continué à vivre plus longtemps. On vit dans le fond dans un environnement assez pollué, mais on n'a jamais vécu aussi si longtemps. Ce qui peut paraître un peu paradoxal. Alors, chaque fois, on nous dit, oui, mais maintenant, alors avec tous les perturbateurs endocriniens, cette fois, l'augmentation des cancers, etc. Moi, je ne sais pas. Je suis personnellement, j'ai pas on peut avoir des craintes, effectivement, mais d'une certaine manière, selon l'aspect du problème qu'on regarde, les choses vont plutôt mieux que moins bien, donc on n'est pas forcément motivé à agir rapidement. Pour le plastique, je ne sais pas ce que ça va donner. On a interdit les pailles dans les boissons. C'est très sympathique, mais j'entends, c'est probablement une mesure à prendre, mais largement insuffisante. Frédéric Lemarchand en parlera, mais il me semble que derrière tout ça, il y a la question de la conscience écologique, finalement. Comment on construit une conscience écologique? Moi, j'ai été assez effaré, enfin, positivement, de voir à quel point, sur la prise de conscience de la souffrance animale, l'impact qu'ont eu les vidéos dans les abattoirs de L224. Et il me semble que ça, c'est un bel exemple, enfin,
ça illustre bien ce que vous avez dit, c'est qu'on a besoin d'être touché. Quand on mange de la viande, on n'agit pas directement pour la souffrance animale, puisque l'animal il est tué par d'autres personnes. On ne voit pas finalement l'abattoir, on ne tue pas nous-mêmes l'animal, et donc on est comme déresponsabilisé sur cette souffrance. Par contre, à partir du moment où ces vidéos sont arrivées, alors là, tout un tas de personnes se sont mis à devenir végétariens, parfois de façon radicale végane. Mais en tout cas, on a vu qu'il y avait quelque chose comme une émotion qui avait été suscitée, qui se rajoutait et qui se complémentarisait à des raisonnements qu'on pouvait avoir par ailleurs sous la souffrance animale, mais qui étaient très éloignés. Question que je me pose, et Frédéric Marchand peut-être y répondra aussi après, c'est comment on fait pour des phénomènes comme le changement climatique ou comme le plastique. Est-ce que c'est-à-dire des choses qui sont plus difficiles peut-être à montrer. Donc voilà, le rôle finalement de la communication ou du catastrophisme à la jeunesse ne serait-il pas finalement une voie à explorer fertile pour faire monter finalement des émotions qui sinon resteraient dans les tribus morales égoïstes comme vous dites. Oui, alors bon, pour la viande, c'est un sujet intéressant. C'est vrai qu'il y a le véganisme et le végétarisme est en augmentation. Nous, on aime bien se moquer un peu des Français, des fois, comme vous moquez des Suisses et des Belges, hein, mais on se disait pour se moquer des Français, oui, quand on demande un plat végétarien en France, ils amènent du poisson. Donc les choses sont en train de changer. Ce qui est intéressant, évidemment, là, disons, ce qui est visé, ce n'est pas un effet local, c'est un effet global. La question intéressante, c'est de savoir quel va être l'impact de cette campagne sur la consommation globale de viande. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça marchera. Ça va pas. Je me souviens d'une fois où ça n'avait pas marché du tout, c'était contre la fourrure. Dans les années 80, je crois, il y avait eu toute une série de mannequins, je crois que c'était du temps de Julia Schiffer et d'autres, qui avaient posé nus, d'ailleurs, en disant sans fourrure définitivement. Effectivement, la fourrure avait été mal vue, même certaines femmes s'étaient fait agresser dans la rue quand elles avaient leur manteau de fourrure, et puis maintenant la fourrure est revenue. Pratiquement tout le monde a de la fourrure sur le capuchon de sa doudoune d'hiver. Voilà. Donc, c'est pas forcément la même, mais il y a une bonne partie, c'est la même quand même. Voilà. Enfin bon, peu importe, j'entends, mais là, ça n'a pas bien. Donc, il faut aussi pouvoir mobiliser sur le long terme, c'est clair. Oui, je voulais faire une remarque sur la manière dont vous avez convoqué beaucoup de concepts ou d'idées issues de la psychologie sociale, anglo-saxonne notamment, et pour essayer de réfléchir à la question de l'éthique. Et mon malaise vient un petit peu de cette idée que ces expériences-là, ou en tout cas l'idée qu'on se fait du sujet dans la psychologie, qui est très individualiste, est massifiante. Et elle est massifiante parce qu'elle est individualiste et inversement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas dans ce type d'approche d'imaginaires sociaux, de groupes, de distinctions à l'intérieur d'une société ou entre des sociétés. Et les questions que ça soulève indirectement, c'est un peu celle de Freud et son rapport à Vienne et de la bonne société. Est-ce que la psychanalyse peut s'universaliser à l'Indien des plaines, pour reprendre les travaux de Devereux? Et quand vous disiez, une fois qu'on a fait la BA carbone, j'en sais rien, investi dans une voiture électrique, ce qui est la pire d'ailleurs bêtise à faire en matière d'écologie, on se précipite aux Bahamas. Or, l'expérience que j'ai faite avec des paysans, notamment des paysans décroissants ou dissidents pendant un certain nombre d'années, m'a montré qu'il était possible et de, faire sa BA au sens de réfléchir et d'investir dans des technologies qui pourraient permettre de prendre en compte dans la durée, dans le temps long, la présence d'autrui, la filiation, la transmission, la possibilité de transmettre des biens, des terres, mais aussi, pourquoi pas, des semences, etc., sans pour autant chercher une sorte de compensation. Voilà. Donc l'idée qui me venait, c'était au fond dans quel type de société s'est enraciné ce type d'expérience. Je pense à Marcuse, qui a ausculté la société américaine de l'après-guerre, où on a des formes de conditionnement qui sont déjà très actifs. Et je pense qu'il y a une sorte de biais par rapport à l'universalisation possible ou pensable de ces
question fondamentale. C'est important ce que vous dites quand même. Est-ce qu'on peut réfléchir en matière d'éthique à l'échelle planétaire? Si on planétarise au sens planète, ça veut dire errant aussi. Si on universalise la réflexion éthique, je reviens à la question de ce matin, il faut bien prendre en compte l'idée anthropologique qu'il y a différentes manières d'être humain, y compris au sein de nos sociétés. Et je pense que nos sociétés sont plus tant divisées aujourd'hui par des imaginaires, pour le dire très rapidement, droite-gauche, que des imaginaires du productivisme, défendus par un certain nombre effectivement d'organisations et de partis politiques, et un imaginaire alors, de la décélération, de la décroissance, on peut le dire comme on veut. Je pense qu'il ne faut pas le négliger parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est relativement peu visible, mais je pense qu'un certain nombre de gens autour de nous sont prêts à décrocher, à décélérer. Alors il y a les travaux de Gortz, il y a les travaux bien sûr de sociologie précisément sur ces questions, et je pense que l'approche que vous avez proposée mériterait d'être, j'allais dire, traversée ou relue à l'aune voilà, peut-être d'une autre tradition anthropologique qui permettrait un petit peu de nuancer le propos. Oui, alors bon, juste 2-3 petites choses. Alors vous avez tout à fait raison, les expériences de neuropsychologie sont faites sur des étudiants, en général de psychologie, essentiellement anglo-saxons, mais bon, pas uniquement. Marc Hauser, bon, avant d'avoir ses ennuis avec la déontologie scientifique, avait mené ses études en Afrique aussi, et avec les mêmes résultats, a-t-il dit. Mais ça n'a jamais pu aboutir parce qu'il s'est fait renvoyer pour une toute autre raison. Voilà, Hauser aussi avant il avait fait sur Internet. Alors Internet, il y a aussi un biais évidemment parce que, mais c'était mondial, mais sur Internet. Donc c'est les gens qui ont accès à Internet. Donc, il y a effectivement des biais. C'est vrai que l'idéologie occidentale est en bonne partie, la conception de l'être humain est très individualiste, mais on a le même type d'individualisme dans la conception, disons, classique juridique et même normative en général. Que ce soit les grands courants, certes occidentaux, d'éthique comme l'utilitarisme ou le kantisme, il s'agit toujours, le sujet des devoirs et des droits, c'est la personne, c'est qui est l'individu. Donc c'est une certaine conception du monde. C'est dans cette conception du monde que les questions se posent de cette façon-là. Bon, par ailleurs, je pense que, alors vous avez raison de dire qu'il faut décentrer un peu la chose, mais par ailleurs, c'est vrai que l'essentiel de la consommation se fait dans ce type de société-là. Donc c'est intéressant de voir comment on réagit aussi dans ce type de société-là. Alors maintenant, pour ce qu'il en est du phénomène de la décroissance, vous êtes sociologue, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, effectivement, c'est peut-être un mouvement d'avenir. On verra, moi je n'ai aucune idée même de l'impact actuel qu'a ce mouvement. Je connais quelques individus, évidemment, comme tout le monde, mais ça ne permet pas de dire quoi que ce soit. Donc vous avez raison sur le fait que c'est une certaine perspective sur la chose. Ouais. Oui, je voudrais faire une remarque sur la génération future aussi, et le phénomène migratoire, et l'impact, et le paradoxe que l'on vit actuellement, et l'impact futur de la migration climatique obligatoire. Le paradoxe actuel que l'on vit, c'est que on a le droit d'émigrer, le droit d'asile, on a le droit de fuir pour sauver sa vie, en gros, si on est persécuté, un état de guerre, etc. C'est un droit automatique, c'est très bien. Par contre, on n'a pas le droit de fuir la misère, qui aboutira à la même chose, c'est-à-dire à sa mort, mais on n'a pas le droit de fuir la misère, en tout cas, ça ne donne pas un droit automatique à l'immigration. Et on voit bien que là, il y a quand même un paradoxe, la conséquence est la même, pourtant la causalité n'étant pas la même, on n'a pas les mêmes droits. Et dernière chose, ça va être, pour les générations futures, l'obligation, parce que ça va être plus qu'un droit, ça va être un devoir d'accueil, l'immigration climatique. L'immigration climatique va avoir lieu, elle commence d'ailleurs, mais probablement elle va s'accentuer, avec non seulement un droit des personnes qui vont migrer, mais un devoir d'accueil qui devra être international, puisqu'on peut le faire à son échelon individuel. Moi, je peux accueillir quelqu'un chez moi, on peut le faire à l'échelon d'un pays, d'une ville, d'une votation, d'un canton, etc. Mais quelque part, il va falloir quand même faire un devoir d'accueil international de cette immigration climatique dont nous sommes tous responsables. À la limite, je peux très bien ne pas me sentir responsable de la guerre dans un pays. Je n'ai pas le droit à l'indifférence, mais je ne suis pas responsable obligatoirement de la guerre dans ce pays-là. La misère, ma vie d'opulence me rend quand même en grande partie responsable de la misère de ces pays-là. L'immigration climatique, je suis pleinement responsable de l'immigration climatique qui aura lieu.
Là, j'ai pas de solution. On va se trouver, enfin, nos enfants, j'imagine, en tout cas en ce qui me concerne, vont se trouver dans des problèmes extrêmement difficiles. Et quand on voit la difficulté déjà que les migrations actuelles causent, on peut avoir un certain nombre de craintes, ouais, effectivement. D'autant que, bon, on n'en parle pas beaucoup. La plupart des gens, quand ils parlent réchauffement, ils pensent qu'il va faire plus chaud. Et je me souviens à une époque, à Paris, ce sera comme à Nice, voilà, ce genre de réflexion-là. Mais en fait, ça va impacter, on a parlé de l'eau, mais ça va impacter aussi les récoltes. Il va y avoir une diminution des récoltes, alors que la FAO pense qu'il faudrait l'augmenter 70% pour parvenir à nourrir tout le monde. Dans 2050, il va y avoir des grosses difficultés, effectivement. J'aurais une question qui rejoint peut-être l'avant-dernière, qui porte sur le recours à la psychologie comme vous l'avez fait. C'est-à-dire, plutôt sur le rôle de la philosophie. C'est-à-dire à se positionner sur un terrain ainsi descriptif. Est-ce que le discours philosophique ne risque pas de rajouter une forme de désenchantement ou désenchantement, c'est-à-dire de dire de toute façon nous sommes comme ça et nous avons à faire avec ce que nous avons. Est-ce que la philosophie, en faisant ça, ne déserte pas, disons, un discours sur le désirable? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dessus à affirmer clairement, la philosophie n'a pas un rôle pour affirmer positivement des idéologies ou à identifier des idéologies, à argumenter en faveur de certaines contre d'autres, etc. Voilà, sur le rôle de la philosophie. Mon message était, si message il y avait, de dire voilà comment on est, en tout cas, c'est même pas moi qui ai fait les expériences, hein. Si on en reste là, ça ne va pas bien se passer. Donc il faut changer. Il faut changer. Ensuite, on va demander pour aller vers où. Alors je pense que si on suit cette tendance, la piste indiquée là, c'est pour aller vers une sorte de reconnaissance de la valeur, impartialement de la valeur de chaque individu, et de faire en sorte qu'on tienne compte, en tout cas dans notre comportement, des individus qui vont être. Mais c'est pas facile, on ne va pas faire ça naturellement. Il ne faut pas compter à la Rousseau sur la bonté naturelle de l'être humain ou des choses de ce genre-là. Ça va contre toute une série de tendances, certes psychologiques, profondes en nous. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a cette tendance-là qu'il faut penser que, d'un point de vue philosophique ou moral, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Hein. Il y a un bon exemple concernant le rapport entre éthique et psychologie. C'est Patrick Haggard qui a fait vous savez, quand il y a eu les procès nazis après la Deuxième Guerre, beaucoup de défenses de certains d'entre eux, c'était de dire « mais je n'ai fait que suivre les ordres. Je ne suis pas responsable, j'ai fait que suivre les ordres. » Et personne ne trouve ça admissible comme excuse. Mais psychologiquement, Patrick Haggard a montré que faire quelque chose, quand on reçoit un ordre ou fait quelque chose intentionnellement de son propre chef, ne déclenche pas les mêmes types de processus mentaux. Donc il y a une différence psychologique. Et dans le fond, quand ils disaient ça, psychologiquement, ils avaient raison, ces nazis-là. Pour eux, ce n'était pas vécu de la même manière. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pouvaient s'excuser de cette façon-là. Donc il faut distinguer toujours les deux plans. Il y a ce que l'on fait spontanément et naturellement, et puis ensuite se demander, oui, mais est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est approprié, etc. Et là, c'est à peu près ce que j'ai tâché de faire là, en disant que voilà comment on fonctionne. C'est pas approprié si on veut aborder et résoudre la question de nos devoirs vis-à-vis des générations futures. Donc je pense que la philosophie garde toute sa place là. Parfait. Merci beaucoup encore une fois, Bernard Verci.